Il y a 5 ans, cet homme prénommé Patrick se sent soudainement très essoufflé et fatigué. Le diagnostic, une grave insuffisance cardiaque d'origine inconnue. Il est hospitalisé, les médicaments ne suffisent pas, il peut mourir à tout moment. La seule issue, en dehors d'une greffe cardiaque, est l'implantation d'une pompe mécanique dans son cœur qui pourra le maintenir en vie pendant plusieurs années. Micromécanicien de formation, Patrick est admiratif de ce dispositif médical. Alors le voilà. Il a 3 câbles en fait. 2 qui sont ensemble ici et ce câble-là. Ce câble-là, on appelle une ligne percutanée. Et nous avons ces 2 câbles ici qui sont reliés à 2 batteries qui se trouvent sur mes flancs. On appelle ça un holster. Une batterie peut suffire, mais 2 sont en parallèle. Et le tout, la ligne percutanée pénètre dans l'organisme à ce niveau-là. En 2017, nous avions montré dans un reportage le fonctionnement de cette assistance ventriculaire. Baptisé HeartMate 3, ce dispositif médical a été mis au point à Zurich par des ingénieurs sortis de l'école polytechnique fédérale. Leur start-up, Thoratech, a ensuite été racheté par Abbott, un grand laboratoire américain. Mais certains composants sont toujours fabriqués sur les bords de la Limmat. Voici le système HeartMate 3 qui est implanté. On a ici la canule d'entrée, par où le sang pénètre, et là la canule de sortie. Le sang ressort par ce tuyau. Là-dessous, on a le rotor qui tourne, et le système est fixé au cœur par en dessous sur le ventricule gauche. Le sang est pompé de manière à retourner dans l'aorte. Les malades et leur entourage sont formés à réagir rapidement quand l'alarme se déclenche, car elle est vitale. Elle signale un dysfonctionnement de la machine ou un problème au cœur. Sauf que chez Patrick, ça sonne alors qu'il n'y a pas de danger. Il peut l'arrêter, mais ça repart au bout de 2 minutes. L'explication, c'est que grâce à ce dispositif, son cœur a retrouvé un peu de sa fonction. Résultat, la machine a moins besoin de pomper et signale un faible débit. Il faudrait donc simplement abaisser le seuil de l'alarme. Mais voilà, l'appareil n'est pas homologué pour un débit inférieur. Alors depuis 9 mois, il vit avec ce son qui rend fou, simplement parce que la réglementation n'a pas prévu son cas de figure. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez ? La seule chose que je demande, c'est qu'on abaisse le seuil auquel cette alarme s'enclenche et que le fabricant intervienne dans ce sens pour que je n'entende plus ce bruit. Je sais plus. Et techniquement, ce serait compliqué, il faudrait faire quoi ? Non, ça reviendrait à dire de faire la mise à jour d'un téléphone ou d'un appareil qui se connecte sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'on va le connecter sur un ordinateur et il y aura une mise à jour, simplement. C'est le fabricant qui, dans sa demande d'homologation, n'a pas prévu ce cas. Conséquence, ces médecins au CHUV et le fabricant Abbott se renvoient la balle et ils ont tous décliné nos demandes d'interview. Depuis, sa vie est un véritable enfer. Dans les lieux publics, toutes les 2 minutes, c'est la honte qui le saisit. Il évite les magasins, sauf pour se nourrir, s'isole de plus en plus, refuse les invitations. Même sur les terrasses, ce bruit est gênant. Il souffre physiquement et psychiquement, car si l'alarme est insupportable, le niveau sonore l'est tout autant. Pour mesurer l'ampleur de l'atteinte à sa santé et sa qualité de vie, nous sommes allés à l'EPFL. Hervé Lissec a emmené Patrick dans une chambre sourde pour avoir des résultats standardisés. Voici le niveau sonore réel qu'il subit au niveau de ses oreilles, une mesure en décibels. Dès 70 dB, on peut commencer à parler de nuisance, mais même pour des niveaux plus faibles, on peut imaginer que ça présente également une nuisance. Entre 60 et 70, il y a déjà des niveaux, je pense, de gêne qui peuvent apparaître. Et en plus, ça dépend aussi de la caractéristique du bruit. Si c'est un bruit comme celui-ci qui est encore plus nuisant, plus nuisible, parce qu'il est très tonal, tous ces paramètres contribuent à la gêne
d'un son et pas seulement le niveau sonore. Passionné de son et d'électronique, Patrick joue de la musique avec un groupe d'amis depuis des années. Mais il n'y va plus pour ne pas leur infliger ça. Ça fait beaucoup de bruit, mais surtout pour nous, c'est pas nous qu'on porte l'appareil, mais on le subit au local, quoi. C'est surtout pour ta santé et ta vie, quoi. C'est surtout ça. Puis nous, ça nous met, en fait, on flippe, quoi. Voilà, quoi. Ma vie sociétale, c'est plus la même chose. C'est difficile. Ici, on est dans notre local de musique. Pour mes amis musiciens, il y a certains moments, c'est pénible aussi, parce qu'on provoque une inquiétude. Vous imaginez, c'est des journées, des centaines et des centaines d'heures où ça sonne. Puis il y a un moment où vous commencez à faire abstraction, comme si vous aviez une fausse alarme permanente. Et c'est ça. Ce qui fait que si un jour il y a une vraie alarme, vous ne saurez pas. Non. Si on imagine une vie amoureuse, on ne peut pas le concevoir. Je sais pas si on arrive à imaginer d'avoir quelqu'un de vivre avec quelqu'un qui a cet appareil qui se déclenche, enclenche. Et je comprends l'angoisse que ça peut provoquer. Alors, Patrick dort seul. Il tente d'atténuer ce bruit en enfouissant l'appareil sous un coussin. Il n'est jamais vraiment endormi, mais sombre parfois d'épuisement dans un sommeil comateux. Le risque, c'est de manquer un vrai problème, car le même son peut indiquer que le dispositif s'est bouché ou que les batteries sont au bout. Après 9 mois de ce régime, il est à bout de nerfs. Son humeur, sa santé psychique et sa physiologie sont totalement perturbées. Pour José Abarrubio, spécialiste des troubles du sommeil, plus de 76 décibels dans les oreilles la nuit, c'est un cas extrême. C'est énorme, donc on essaie de limiter à 50 maximum pendant la nuit, même si certaines personnes déjà à 40 peuvent avoir une perturbation du sommeil, mais en tout cas à 70, c'est sûr que l'immense majorité de la population aurait un sommeil perturbé. Et donc, dans le cas de quelqu'un qui a déjà une insuffisance cardiaque à la base, c'est très, très dangereux d'avoir tout le temps son sommeil perturbé comme ça. En tout cas, déjà, par le fait que le sommeil est perturbé, hein, au niveau de la qualité de vie, c'est quand même terrible. Et effectivement, on peut imaginer que ça a aussi des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Quelqu'un qui a déjà une maladie, un cœur fragile. Ça peut le tuer. En tout cas, ça peut perturber beaucoup l'évolution, hein. Ça peut péjorer l'évolution. Et sur l'humeur aussi, il dit qu'il est irritable, qu'il n'en peut plus. Clairement. Donc, les privations de sommeil, hein, soit par des stimulus sonores, par la lumière intense, par les changements de rythme, c'est considéré comme une des pires tortures. Hein. Donc, ça a été utilisé dans toutes les guerres depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est même interdit dans les conventions internationales. Donc, ça a des conséquences sur le plan psychique dévastatrices. À quoi s'ajoute le sentiment d'être abandonné par ceux qui pourraient régler son problème. Les médecins n'ont pas accès au réglage car c'est un système propriétaire verrouillé par le fabricant, lequel s'abrite derrière le risque et la réglementation européenne pour ne rien faire. Réglementation très faible. Depuis le scandale sur les dispositifs médicaux, on sait qu'ils sont à peine mieux surveillés que des aspirateurs ou des grille-pains. Je me rends compte que l'hôpital n'est pas maître de ce produit. Donc en tant que patient, c'est déroutant de se rendre compte qu'on vous propose une implantation d'un produit dont les médecins qui s'occupent de ce produit n'ont pas la maîtrise. J'ai beau frapper à toutes les portes pour faire cesser ce bruit, j'ai beau attirer l'empathie, mais c'est le sentiment d'impuissance que offrent les médecins, le fournisseur de l'appareil. J'ai l'impression d'avoir affaire à des gens qui comprennent, mais qui ne peuvent pas. J'ai rarement été aussi entouré, mais je me suis aussi rarement senti aussi seul. Si les médecins sont empêchés d'accéder au réglage de cet implant cardiaque,
ils ont quand même une responsabilité. Comme ils ne veulent pas nous parler, nous avons demandé un avis éthique plus général sur ce type d'affaires. On a des obligations en tant que médecin de signaler les effets secondaires graves, surtout s'ils ne sont pas encore connus, parce qu'ils sont trop rares en fait. On doit les signaler à la pharmacovigilance s'agissant de médicaments. Et il y a un système analogue pour les dispositifs qui s'appelle la matériovigilance, où on a aussi une obligation en fait, de signaler les effets secondaires sérieux à Swissmedic. Alors qu'est-ce qui est grave ? C'est grave si ça menace votre vie, évidemment. C'est grave si ça vous tue, bien sûr. Mais c'est aussi grave si ça vous enlève une fonction importante dans votre vie. Et à ce moment-là, il y a une obligation de signalement. Les effets secondaires qui n'arrivent pas à ce seuil peuvent être signalés. Ceux qui arrivent à ce seuil doivent être signalés. Nous avons relancé le CHUV qui nous a répondu par écrit qu'aucun signalement n'a été fait à Swissmedic alors que 9 mois se sont écoulés depuis cette alarme intempestive. De son côté, Abbott, le fabricant américain, nous a répondu, par écrit également, que sur indication des cardiologues de Patrick, il pourrait fournir une assistance technique aux médecins qui envisageraient de modifier les paramètres en fonction des besoins du patient. De plus, Patrick est d'accord de leur signer une décharge. Mais à l'heure où nous achevons ce reportage, toujours rien n'a été fait pour délivrer cet homme.